À 16 ans, ma mère m'a envoyé en centre de redressement comportemental, parce que mon frère a simulé un bleu et m'a accusé de violence. 2 ans plus tard, ses mensonges se sont effondrés. Il a été pris en train de voler. Mon père a enfin avoué qu'il connaissait la vérité. Et la dépression de ma mère a fait la une des journaux. Ma famille a passé des années à me désigner comme le problème. Ils ont menti, déformé la vérité, et m'ont finalement envoyé au loin, pour me réparer. Je suis resté silencieux, j'ai construit ma propre vie, et je pensais être libre, jusqu'à ce que toute leur mascarade commence à s'effondrer. Mais d'abord, voici comment tout a vraiment commencé. Je m'appelle Isaac, j'ai 16 ans. Je vis dans une maison qui a l'air parfaite, si vous passez devant en voiture un peu trop vite. Ma mère, Clara, l'appelle son espace de sécurité. La pelouse est toujours tondue à ras. Les rideaux sont toujours assortis. Même la boîte aux lettres est nettoyée. À l'intérieur, cependant, on a l'impression que tout pourrait exploser pour un rien. Mon père, Tom, voyage presque toutes les semaines. Quand il est à la maison, il se terre dans son bureau, en faisant semblant de travailler. Il est doué pour hocher la tête, sans vraiment écouter. Ma mère dit qu'il est le roc de la famille, mais c'est uniquement parce qu'il ne prend jamais parti. Et puis, il y a mon frère, Ryan, 13 ans. Une gueule d'ange, une innocence feinte, et rapporteur à temps plein. Il a compris très tôt que faire semblant d'avoir peur de moi, lui permettait d'échapper aux ennuis. Je pouvais respirer un peu trop fort, et il disait que j'étais encore en colère. Ma mère me grondait alors, avant même de demander ce qui s'était passé. Chaque matin, ma mère commence avec sa voix de liste de contrôle. Les chaussures près de la porte, la vaisselle rangée, pas de miettes sur le plan de travail. Elle n'est pas méchante au début, juste exigeante. Mais le ton change très vite, si vous ne suivez pas le scénario. Elle garde un tableau blanc dans la cuisine, avec les standards de la maison. C'est comme ça qu'elle appelle les règles. Chacune d'entre elles a une coche à côté, si vous vous êtes bien comporté ce jour-là. Elle dit que cela apprend la responsabilité. Je ne dis rien, parce que répondre ne fait qu'ajouter une croix rouge à côté de mon nom. Nous allons à l'église tous les dimanches. Ryan joue à l'ange. Les gens l'adorent là-bas. Ma mère rayonne quand quelqu'un dit « Vous avez élevé des garçons si polis ». Elle ne me regarde pas, quand ils disent ça. L'école n'est pas une pause. Les professeurs m'ont collé l'étiquette d'un élève ayant un problème d'attitude. Apparemment, demander pourquoi une règle existe, signifie que vous êtes irrespectueux. Alors, je garde le silence. J'ai des notes correctes, pas excellentes, parce que je suis fatigué d'entendre ma mère dire « Tu pourrais faire mieux, si tu te concentrais comme ton frère ». Madame Hellé, notre voisine d'à côté, n'aide pas. C'est le genre de personne qui arrose ses plantes, juste pour espionner. Elle dit à ma mère qu'elle s'inquiète pour moi. Elle prétend que j'ai l'air en colère, quand je rentre de l'école. Ma mère boit ses paroles. Après l'une de ces discussions, je suis rentré chez moi pour trouver ma porte ouverte, et mes affaires réorganisées. Elle a dit qu'elle cherchait des cigarettes. Je ne fume même pas. Ce soir-là, j'ai commencé à enfermer mon téléphone dans une boîte à chaussures, sous mon lit. Elle l'avait déjà fouillé une fois, disant qu'elle s'assurait que je ne subissais pas de mauvaises influences. La maison fonctionne sous surveillance. Des caméras dans le salon, pour l'assurance. Des codes de porte que ma mère change tous les mois. Elle appelle ça de la parentalité responsable. Moi, j'appelle ça de la paranoïa. Je garde ma santé mentale en réparant mon vieux vélo. Il y a quelque chose, dans le fait de serrer des boulons et d'entendre le cliquetis des vitesses, qui fait sang. Les machines ne mentent pas sur ce qui ne va pas chez elles. Ryan aime me regarder depuis le porche. Il sourit comme si nous étions de bons frères. Puis il dit quelque chose comme « Maman a dit que tu ne devais pas utiliser les outils sans demander ». Ensuite, il court à l'intérieur, avant que je ne puisse répondre. 10 minutes plus tard, ma mère est à la porte, disant « Qu'est-ce que je t'ai dit sur le respect de la propriété de la maison ?» Lorsque mon père est parti pour un autre voyage, plus tard cette semaine-là, Ryan a commencé à se vanter de ses nouveaux privilèges. Ma mère lui a donné accès à la tablette de la maison, et lui a dit qu'il pouvait aider à suivre les corvées. En gros, il a été promu espion. J'ai essayé d'en parler à ma mère, une fois. Je lui ai dit, j'ai l'impression que tu le crois,
peu importe ce qu'il dit. Elle m'a répondu, alors, arrête peut-être de lui donner des raisons de s'inquiéter. Ça a été toute la conversation. Dès le vendredi, l'air dans la maison semblait lourd. Même les lumières paraissaient trop vives. Ryan me testait, cassant de petites choses. Un cadre photo, un chargeur de téléphone, puis en chuchotant, « Maman va t'accuser ». Il n'avait pas tort. Ce soir-là, après que tout le monde se soit couché, je suis allé dans le couloir pour boire de l'eau. J'ai entendu la porte de mes parents, légèrement entr'ouverte. La voix de ma mère était tranchante. Basse. Il va ruiner tout ce que nous avons construit. La réponse de mon père est venue, étouffée. C'est juste un gamin. Non, a-t-elle dit, c'est un problème. Je suis resté là, immobile, jusqu'à ce que le plancher grince. Les voix se sont arrêtées. Je suis retourné dans ma chambre, et je suis resté allongé, à fixer le ventilateur de plafond. Il bourdonnait faiblement, déséquilibré. J'ai pensé à la façon dont, même quelque chose de parfaitement installé, peut se détacher s'il tourne trop longtemps. C'est ce que je ressentais pour la maison. Tout tournait, en faisant semblant d'être sous contrôle. La semaine a commencé sous tension. Personne ne le disait à haute voix, mais on avait l'impression que la maison attendait que quelqu'un fasse une erreur. Ma mère faisait les 100 pas plus que d'habitude, les lèvres pincées, ses yeux balayant la pièce, comme si elle cherchait quelque chose qui n'était pas à sa place. Mon père restait tard au travail tous les soirs, prétextant des réunions supplémentaires. Ryan souriait trop. Se faut calme, avant qu'il ne prépare un coup. Le mercredi après-midi, ma mère était dans son bureau, en train de terminer une présentation pour son travail. Ryan rôdait derrière elle, faisant semblant d'aider. 10 minutes plus tard, je l'ai entendu hurler. Le genre de cri qui vous retourne l'estomac. J'ai couru à l'intérieur, et je l'ai vu agripper à son ordinateur portable, les yeux fous. C'est parti. Le fichier a disparu, a-t-elle crié. Ryan a reculé, les mains en l'air. Isaac a utilisé l'ordinateur plus tôt, a-t-il dit rapidement. Ce n'était pas vrai. Je n'y avais pas touché, mais elle a pivoté vers moi avant que je ne puisse parler. Tu as fait ça, n'est-ce pas? Tu ne supportes pas de voir quelqu'un d'autre réussir. Je lui ai dit, je n'ai même pas ouvert ton ordinateur portable. Elle m'a pointé du doigt, comme si elle s'adressait à un criminel. Tu trouves ça drôle? J'ai une date limite. Mon père est entré à mi-chemin, et a juste soupiré. On peut éviter ça? A-t-il demandé. Ma mère l'a ignoré et a hurlé, tu me sabotes. Je me tenais là, les mains ouvertes. Vérifie l'historique, ai-je dit. Tu verras. Je n'étais même pas connecté. Elle n'a rien vérifié. Elle a simplement fermé violemment l'ordinateur portable, et s'est éloignée en trombe. Plus tard, je l'ai entendu dire à mon père, que la sauvegarde automatique l'avait récupéré. La corbeille a montré qu'il avait été renommé, et supprimé, pendant que Ryan aidait. Le dîner de ce soir-là fut un chant de mine. Ryan n'arrêtait pas de me donner des coups de pied sous la table, en chuchotant, ne touche peut-être pas aux affaires de maman, la prochaine fois. Je lui ai dit d'arrêter. Ma mère a levé les yeux de son assiette. Ne commence pas. Je ne commençais rien. J'avais à peine dit un mot. Elle a critiqué tout ce que je faisais. Comment je mâchais, comment je respirais, comment j'avais l'air absent. Mon père fixait sa nourriture, comme s'il voulait disparaître. Quand le téléphone de ma mère a vibré, elle a lu quelque chose, a froncé les sourcils, et a marmonné. Incroyable. Elle a posé le téléphone durement. Ton professeur m'a envoyé un email, a-t-elle dit. Apparemment, tu as encore été irrespectueux. Non coopératif. Est-ce vrai? J'ai répondu, je n'ai rien dit d'irrespectueux. J'ai juste demandé. Elle m'a coupé la parole. Tu ne peux tout simplement pas t'empêcher de répondre, n'est-ce pas? Mon père s'est frotté le front. Isaac, tu dois arrêter de rendre tout plus difficile que ça ne l'est. Fais juste ce qu'on te dit. J'ai dit, je ne fais rien de mal. Il s'est emporté. Alors deviens sérieux, ou pars. J'ai senti l'air quitter ma poitrine. Ryan s'est penché en arrière sur sa chaise, comme s'il regardait un spectacle.
Ma mère a dit, ça suffit. Va dans ta chambre. J'en ai fini. Je me suis levé, mais je suis resté là, essayant de trouver les bons mots. J'ai dit, vous n'écoutez même plus. Elle a répondu, parce que je suis fatigué des mensonges. Ryan avait son téléphone à moitié caché, en train d'enregistrer. J'ai vu le reflet dans la vitrine. Il voulait une preuve que je perdais le contrôle. J'ai fait un pas de plus vers le comptoir, et j'ai frappé ma main dessus. Le son a résonné. Personne n'écoute, ai-je dit. Ma voix s'est brisée au milieu. Je ne criais pas de menace. J'étais juste fatigué. Ryan a sursauté, a foncé vers les escaliers, et a hurlé, il m'a frappé. Ma mère a halté, et a couru après lui. J'ai suivi quelques secondes plus tard. Elle était dans sa chambre, le tenant dans ses bras pendant qu'il faisait semblant de pleurer. Son écran de jeu était sur le sol, fissuré en plein milieu. Il tenait une main sur son épaule, rouge comme s'il l'avait frotté fort. Il m'a attrapé et l'a jeté, a dit Ryan, entre de faux sanglots. Ma mère s'est retournée vers moi, comme si j'avais sorti un couteau. Tu as fait ça? A-t-elle demandé. J'ai répondu, non, je ne l'ai pas touché. Elle n'a pas scié. Tu restes juste là, a-t-elle dit, la voix basse et tranchante. Ne bouge pas. Mon père est arrivé en courant, a regardé l'écran, puis m'a regardé. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? J'ai répondu, demande-lui. Il l'a cassé plus tôt. Ryan a dit, il ment. Il a pété les plombs. Ma mère n'a pas demandé plus de détails. Elle a sorti son téléphone, et a dit qu'elle appelait la police pour notre sécurité. J'ai demandé, tu es sérieuse? Lorsque les policiers sont arrivés, tout a ralenti. Ils ont posé des questions, ont regardé autour d'eux, n'ont vu aucune vraie blessure. Ryan continuait de renifler dans les bras de sa mère. Je me tenais près du mur, engourdi. L'un des policiers m'a demandé si je voulais aller ailleurs pour la nuit. J'ai dit non. Il a hoché la tête. A dit à ma mère qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Quand ils sont partis, le silence était pire que les cris. Ma mère a dit, tu as besoin d'aide. Ça ne peut pas continuer. J'ai répondu, je ne lui ai pas fait de mal. Elle a répliqué, c'est exactement ce que dirait quelqu'un dans le déni. Mon père a commencé à préparer un petit sac, avec mes vêtements. J'ai demandé où j'allais. Il a répondu, fais juste ce que dit ta mère. C'est pour le mieux. Je n'ai plus argumenté. Le lendemain matin, ma mère était déjà habillée, les clés de la voiture à la main. Elle a dit, nous t'emmenons dans un programme, un bon programme. Ils aident les familles comme la nôtre. Elle faisait sonner ça comme des vacances. Mon père portait le sac. Ryan était assis en bas des escaliers, avec des céréales et ce même petit sourire en coin, qu'il affichait toujours quand les choses allaient dans son sens. Je suis sorti sans le regarder. Dans la voiture, ma mère a parlé de guérison et de nouveau départ. Sa voix était calme, presque enjouée, comme si elle avait résolu un gros problème. J'ai regardé par la fenêtre. Les maisons défilaient. Des pelouses parfaites, des allées propres, des familles qui pensaient probablement que nous étions normaux. Je n'ai pas dit un mot de tout le trajet. Je n'arrêtais pas de penser, ce n'est pas de l'aide. C'est un nettoyage. Ils ne me sauvaient pas. Ils se débarrassaient de moi. L'endroit où ils m'ont emmené, s'appelait le centre de rétablissement pour jeunes de Ridgeway. Le panneau devant le bâtiment arborait le logo d'un arbre, et le slogan, reconstruire l'avenir. De l'extérieur, cela ressemblait à une école. Murs de briques, pelouse tondue, grandes fenêtres. Mais quand les portes se sont refermées derrière moi, ça a fait le bruit d'un verrou qui se claque. Une employée, avec un sourire en plastique, a pris mon sac. Bienvenue à Ridgeway, a-t-elle dit. Son badge indiquait Angela, mais elle l'a dit comme si elle lisait la réplique d'une brochure. J'ai dû vider mes poches, remettre mon téléphone, ma ceinture, mes lacets, et même mes écouteurs. Ils m'ont donné un sac en plastique transparent, avec une brosse à dents, 2 t-shirts avec Ridgeway imprimés dans le dos, et un pantalon de survêtement gris uni. Tout avait une étiquette numérotée. La mienne était 47B. Ensuite, il y a eu le détecteur de métaux, et une liste de contrôle sur la contrebande. Le personnel agissait poliment,
mais avait ce ton faux, que les gens utilisent quand ils savent déjà que vous n'êtes pas à votre place. L'admission a pris environ 1 heure. Des formulaires, des signatures, une infirmière ennuyée qui lisait son texte. Ils m'ont fait avancer comme sur une voie rapide, qu'ils avaient déjà emprunté des centaines de fois. Le couloir sentait l'eau de javel et la nourriture de cantine. Ma chambre avait 2 lits superposés en métal, une petite fenêtre trop haute pour être atteinte, et une commode fissurée. Mes compagnons de chambre sont arrivés plus tard. Marcus, 17 ans, grand, sourire sarcastique, et Louis, 15 ans, calme, petit gabarit, des cernes sous les yeux. Marcus a jeté son sac sur le lit, et a dit, « T'es le nouveau ? Bienvenue au lycée Ridgeway, pour les personnes moralement désorientées. » J'ai demandé depuis combien de temps il était là. Il a souri. Trop longtemps pour m'en soucier encore. Louis a à peine levé les yeux. Il écrivait quelque chose dans un carnet. J'apprendrai plus tard qu'il le faisait tous les soirs. Il écrivait des lettres à sa petite sœur. Il disait qu'elle était la seule à croire encore qu'il rentrerait bientôt à la maison. La première nuit, extinction des feux à 21 heures. Un gardien faisait des rondes toutes les heures, le faisceau de sa lampe de poche balayant les murs. On n'avait pas le droit de fermer la porte complètement. Le matin commençait avec une cloche à 6 heures. Le petit déjeuner était composé d'œufs en poudre, de pain grillé, et de lait qui avait un goût de plastique. Ensuite, la thérapie de groupe. La thérapie de groupe se déroulait dans un cercle de chaises en plastique, sous une affiche qui disait « Assumez votre tort. Trouvez votre paix ». La conseillère, Mademoiselle Desnains, parlait comme une animatrice de podcast. La responsabilisation et la guérison, disait-elle. Chaque enfant devait expliquer ce qu'il avait fait de mal. Quand ce fut mon tour, j'ai dit, je n'ai fait de mal à personne. Mon frère a menti. Elle a souri de manière exagérée. Le déni est courant à ce stade. Vous y arriverez. J'ai répondu, il n'y a rien à y arriver. Elle a écrit quelque chose sur son porte-bloc. La résistance nécessite une empathie structurée. Après ça, j'ai arrêté de partager. Marcus m'a averti plus tard. Si vous ne vous excusez pas, il vous garde plus longtemps. Il avait appris à faire semblant. Tu leur dis juste que tu comprends tes déclencheurs, et tu pleures un peu, a-t-il dit. Ensuite, il te déclare guéri. Louis a chuchoté. Ça n'a pas d'importance. Ils ont déjà écrit nos histoires. Les jours se confondaient. Petit déjeuner, corvée, thérapie, feuille de travail sur les cycles de la colère, extinction des feux. La même chose tous les jours. Parler ne vous menait nulle part. J'ai commencé à m'entraîner le matin. Pompe, abdominaux, longueur dans le couloir. Ça m'aidait à rester silencieux. Nous n'étions pas censés écrire quoi que ce soit, qui ne soit pas approuvé par le programme, mais je gardais un petit carnet sous mon matelas. J'y écrivais de courtes phrases, pas des choses de journal intime, juste des faits. Jour 9. Le conseiller dit que mentir est un mécanisme de défense. J'ai dit que le silence l'était aussi. Jour 14. Marcus a ri au petit déjeuner, pour la première fois. Jour 20. Louis a dit qu'il rêvait de la maison tous les soirs. Pas moi. 2 mois plus tard, ma mère m'a rendu visite. Le personnel avait aménagé la pièce pour la rendre chaleureuse. Des plantes, des cookies, une fausse cordialité. Elle m'a serré dans ses bras, comme quelqu'un qui pose pour une photo. « Tu as l'air plus calme », a-t-elle dit. J'ai répondu, j'étais calme avant. Son sourire s'est crispé. Tu vois, c'est cette attitude que nous réparons. Elle a parlé au conseiller ensuite, félicitant Ridgeway de l'avoir remis dans le droit chemin. Je l'ai entendu rire dans le couloir. Je ne ressentais pas de colère, juste du vide. Après ça, je ne l'ai plus revu. Marcus rendait les choses supportables. Il plaisantait sur les animateurs de groupe, les appelait la police des émotions. Mais la nuit, quand les lumières s'éteignaient, il parlait plus doucement. « Tu sais pourquoi tu es là ?» a-t-il dit un jour. « Pas à cause de ce que tu as fait. Parce qu'ils avaient besoin de croire qu'ils géraient la situation. C'est plus facile de dire « mon fils se fait aider » que de dire « nous l'avons ruiné ». Louis a hoché la tête depuis l'autre couchette. Mieux vaut un gamin en cure de désintoxication,
qu'une famille brisée. Je n'ai pas répondu. J'ai juste noté ça plus tard. Après 6 mois, ils ont dit que j'étais prêt pour la sortie. Je n'avais pas admis de tort, mais j'avais été silencieux, j'avais suivi les règles, et je ne m'étais pas battu. C'était suffisant. Ils m'ont dit que j'avais fait des progrès significatifs. À Ridgeway, des cases cochées battaient des confessions. La conformité ressemblait à la guérison, sur le papier. La nuit avant mon départ, Marcus a marché avec moi jusqu'au portail, après l'extinction des feux. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre à barreaux semblait immense, vide. Il a dit, quand tu sortiras, ne t'attends pas à ce qu'une nouvelle famille t'attende. Attends-toi à la même, juste plus silencieuse. J'ai répondu, je sais. Et le matin, ils m'ont rendu mon téléphone. Batterie morte, pas de message. Un membre du personnel m'a remis un dossier, intitulé « Plan de transition à domicile ». Il disait des choses comme « Soyez honnête sur vos progrès » et « Faites preuve de patience avec la réintégration familiale ». Mon père m'attendait dans la voiture, à l'extérieur. Il n'est pas sorti, a juste hoché la tête quand j'ai ouvert la porte. Le trajet de retour fut silencieux, à l'exception de la voix du GPS. Mon père s'est raclé la gorge une fois, et a dit « Ta mère s'est fait un sang d'encre ». J'ai regardé par la fenêtre. J'ai pensé à ce que Marcus avait dit. À quel point les gens préfèrent une histoire bien rangée, à la vérité désordonnée. Je me suis demandé comment parler à des gens, qui ont déjà décidé de qui vous êtes. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, les fleurs de ma mère étaient toujours parfaitement alignées, éclatantes contre les briques propres. On aurait dit que rien n'avait changé. Et d'une certaine manière, c'était pire que si tout avait changé. La première chose que j'ai remarquée en rentrant dans la maison, c'était l'odeur. Les mêmes bougies, le même produit pour le sol, le même faux sentiment de calme. Ma mère, Clara, était dans la cuisine, arborant son sourire du genre « tout va bien ». Un plateau de cookies trônait sur le comptoir, exactement comme lorsque nous recevions des invités. Elle a dit « Bienvenue à la maison ». Comme si elle accueillait un voisin. Ryan est descendu des escaliers, avec un grand sourire. « Salut, grand frère », a-t-il lancé. Il semblait plus âgé, d'une certaine façon, confiant. Ses cheveux étaient coiffés, ses vêtements neufs. Il y avait aussi une nouvelle installation de jeu dans le salon. Un grand écran, des lumières LED, une chaise flambant neuve. Mon père se tenait dans le coin, son téléphone à moitié dans la main. Il m'a donné une petite tape sur l'épaule. « Nous faisons tous des erreurs », a-t-il dit, comme s'il lisait une citation trouvée quelque part. Mon ancienne chambre avait disparu. Il l'avait transformée en chambre d'amis. Peinture fraîche, coussins décoratifs, aucune trace de moi. Mes affaires étaient emballées dans des boîtes dans le garage, étiquetées « Anciennes affaires d'Isaac ». Ce soir-là, nous avons dîné comme si c'était un jour de fête. Ma mère a posé des questions superficielles. « Te nourrissent-ils bien là-bas ? As-tu appris quelque chose d'utile ? » J'ai dit oui, juste pour faire court. Ryan n'arrêtait pas de me regarder entre deux bouchées, comme s'il attendait que je fasse un faux pas. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot scotché sur le réfrigérateur, directive de la maison pour la réintégration. Il comportait des points tels que « respecter l'espace »,« communiquer calmement »,« démontrer sa fiabilité ». Ce n'était pas signé, mais c'était l'écriture de ma mère. L'école n'était pas mieux. Le premier jour de mon retour, les gens me fixaient comme si j'étais une nouvelle attraction. Les chuchotements me suivaient, des casiers jusqu'en classe. Quelqu'un a dit, c'est le gamin qui a frappé son frère. Je l'ai entendu assez de fois pour arrêter de faire semblant de ne pas l'avoir entendu. Un professeur, Monsieur Collins, m'a pris à part après la classe. J'espère que tu vas mieux maintenant, a-t-il dit, lent et prudent, comme s'il parlait à un toxicomane en convalescence. J'ai répondu, ouais, ça allait. À la fin de la semaine, j'ai entendu dire que Ryan racontait aux gens qu'il m'avait pardonné. Un camarade de classe a dit, c'est vraiment mature de la part de ton frère. J'ai ri une fois, fort, puis je me suis arrêté. À la maison, ma mère me traitait comme un invité en probation. Elle disait des choses comme, c'est agréable de te voir faire des efforts. Ou, j'espère que cette version calme de toi va durer. Si j'oubliais de fermer un placard, ou laisser une lumière allumée, elle faisait une pause, respirait par le nez,
et disait « Ne retombons pas dans nos vieilles habitudes ». Mon père évitait toute vraie discussion. Il se contentait de dire « Nous sommes fiers de toi », sans lever les yeux de son téléphone. Ryan aimait me tester. Il empruntait mes écouteurs, et oubliait de me les rendre. Une fois, je l'ai surpris dans le garage, en train de fouiller dans mes cartons. Je cherchais juste mes vieilles affaires, a-t-il dit. Il a souri en coin, et a laissé une bande dessinée à moitié déchirée sur le sol. Je n'ai pas réagi. Je savais qu'il le voulait. Au bout de 2 semaines, j'ai trouvé un emploi à temps partiel dans un garage automobile local. Le propriétaire, Rick, avait la quarantaine, le crâne chauve, des mains lourdes, et n'aimait pas les banalités. Il m'a dit, tu travailles, tu es payé. Ne fais pas le con. Cela me convenait très bien. L'endroit sentait l'huile et le métal, et le bruit des outils était constant mais réconfortant. Les machines ne posaient pas de questions. Rick m'a appris à changer des freins, à lire les bruits d'un moteur. Il se fichait de mon histoire. Un jour, quand j'ai demandé s'il avait besoin de ma carte d'identité pour les papiers, il a répondu « Sois juste à l'heure ». C'est une pièce d'identité suffisante. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais normal. J'aimais la façon dont la Grèce restait honnête. Elle ne cachait pas ce qu'elle était. De retour à la maison, rien n'avait changé. Ma mère évitait toujours le contact visuel. Ryan continuait de trouver de nouvelles façons de me provoquer. Il entrait dans ma chambre. Eh bien, la chambre d'amis, et disait, « Ça ne te dérange pas si j'utilise ton vieux chargeur, n'est-ce pas ?» Je répondais, « Si, ça me dérange. » Et il souriait de toutes ses dents. Les conversations au dîner étaient courtes. Ma mère posait des questions sur le travail. Mon père faisait des commentaires sur le temps. Ryan se vantait de ses notes, de ses amis, de tout. Il était de nouveau le gamin parfait. Un soir, je suis rentré tard après mon service. Ils étaient dans le salon, à regarder la télévision. Ryan a coupé le son et a dit, « Tu travailles dur. Cet endroit doit t'apprendre la discipline. » Ma mère a souri faiblement. « Tu vois, une structure positive, ça marche. » Je suis monté à l'étage, sans répondre. Le lendemain, je suis rentré tôt, et j'ai entendu Ryan parler au téléphone dans sa chambre. Sa voix portait dans le couloir. « Il est calme maintenant, parce qu'ils l'ont réparé, » disait-il en riant. « Ouais, ça a marché. Il parle à peine. C'est comme un robot maintenant. » Je suis resté près de la porte, jusqu'à ce que je l'entende dire, « Maman a dit qu'elle était fière de la façon dont j'ai géré tout ça. Je suppose que je suis la raison pour laquelle les choses vont mieux. » Son ami a ri. Ryan a dit, « Ouais, je sais. Je suis fondamentalement la raison pour laquelle notre famille va bien. » Je suis sorti par la porte d'entrée, avant d'avoir pu dire quoi que ce soit. L'air extérieur était assez froid pour piquer. Je me suis assis sur le trottoir, de l'autre côté de la rue. Le quartier était calme, les arroseurs tournaient, les lumières des porches brillaient. De petites vies parfaites. J'ai repensé à ma mère disant qu'il m'avait réparé. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que j'avais arrêté de me battre. Le silence était ce qu'ils voulaient, et je le leur avais enfin donné. Une voiture est passée, les phares balayant mon visage. Je n'ai pas bougé. Je suis resté jusqu'à ce que la rue redevienne sombre. Le lendemain matin, j'ai ouvert un compte pour adolescents, à la coopérative de crédit près du garage, avec ma carte d'identité de l'État. J'ai déposé mon premier chèque de paie. Je ne l'ai dit à personne. Je ne savais pas exactement pourquoi j'économisais. Peut-être une voiture, peut-être une chambre loin d'ici. Mais ça faisait du bien de savoir que j'avais quelque chose à moi, à nouveau. Quelque chose que personne ne pouvait prendre, ou déformer pour l'intégrer à son histoire. Je gardais les reçus pliés dans mon portefeuille. Chacun d'eux ressemblait à un petit morceau de liberté. Ryan était devenu arrogant depuis mon retour. Au début, c'était des petites choses. Prendre mes affaires, mentir à ce sujet, rire quand je le surprenais. Puis cela s'est transformé en autre chose. J'ai commencé à remarquer qu'il manquait de l'argent dans le sac à main de ma mère. De petits objets disparaissant des tiroirs. Quand ma mère s'en est aperçue, elle ne lui a même pas posé la question. Elle me l'a demandé à moi. Je sais que tu as fait des efforts,
a-t-elle dit un soir, la voix calme mais tranchante sur les bords. Mais les vieilles habitudes ne disparaissent pas du jour au lendemain. J'ai répondu, tu penses que j'ai volé 20 euros? Elle a soupiré. Je n'ai pas dit ça. Ryan est passé par là, mangeant des chips, faisant semblant de ne pas écouter. J'ai vu le coin de sa bouche tressaillir. Le lendemain matin, elle s'est rendue compte que sa montre avait disparu. Elle m'a accusé à nouveau. Ce soir-là, Ryan a publié une story en ligne disant « Quand les personnes toxiques jouent les victimes, c'est juste triste ». Il a tagué une citation sur le fait que la guérison n'est pas réelle pour tout le monde. Quelques enfants de l'école l'ont partagé. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Il aimait ce silence. Il rôdait près de moi au petit déjeuner et disait « Tu vas crier cette fois, ou tu vas faire ton truc de colérique silencieux ». Je ne répondais pas. Je prenais juste mon sac et partais au garage. Au travail, Rick me gardait occupé. La graisse, les outils, les clients qui se plaignaient de bruit que leur voiture ne faisait pas. C'était simple et honnête. Rick ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, ça restait gravé. La famille peut te rendre fou, a-t-il dit un après-midi, tout en serrant un boulon. Ils se construisent une image dans leur tête, et ensuite ils se mettent en colère quand tu n'y rentres pas. J'ai dit, ils pensent qu'ils m'ont réparé. Rick a reniflé. Les gens aiment le contrôle. Tu as arrêté de leur donner la réaction qu'ils voulaient. C'est ça qui les rend vraiment fous. À la maison, les choses commençaient à s'effilocher. Les mensonges de Ryan le rattrapaient. Un de ses professeurs a appelé ma mère, parce qu'il avait été surpris en train de plagier une dissertation. Elle leur a dit qu'il était stressé par des problèmes familiaux. Quand je suis rentré ce soir-là, elle pleurait dans la cuisine. Ryan avait disparu avec sa carte de débit, pendant quelques heures. Quand il est revenu, il a dit qu'il avait besoin d'espace, et a claqué sa porte. Elle s'est tournée vers moi, comme si c'était de ma faute. Tu ne peux pas essayer de le soutenir? Il est encore en train de guérir de ce qui s'est passé avec toi. J'ai répondu, il ne guérit pas. Il te manipule. Ses yeux sont devenus froids. Ne projette pas tes problèmes sur lui. J'ai arrêté d'essayer de m'expliquer. Le silence était plus facile. Ça la dérangeait plus de toute façon. 2 jours plus tard, tout a explosé. J'étais sous une voiture au garage, quand j'ai entendu des cris dehors. Rick a appelé mon nom. Tu ferais bien de venir voir ça. Ma mère se tenait près du comptoir, le visage rouge, serrant son sac à main comme si elle allait s'en servir pour frapper. Vous devez arrêter d'encourager mon fils, a-t-elle dit à Rick. Il est censé être en convalescence, pas se cacher dans des garages. Rick a essuyé ses mains, toujours aussi calme. Il travaille, madame. Plus dur que la plupart des adultes que je connais. Elle m'a pointé du doigt. Vous ne comprenez pas. Il a des tendances violentes. Il a besoin de supervision. Il vous manipule. Rick s'est approché, la voix basse mais ferme. Madame, la seule personne qui crie ici, c'est vous. Mon garage est fait pour travailler, pas pour ce genre de scène. Elle l'a foudroyé du regard, tremblante. Vous regretterez de l'avoir protégée. Rick a fait un signe de tête vers la porte. Alors vous pouvez aller dépenser cette énergie ailleurs. Dehors. Elle s'est figée une seconde, comme si elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un lui avait répondu, puis elle a tourné les talons et est sortie en trombe. Je n'ai pas dit un mot. Ce soir-là, elle m'attendait quand je suis rentré. Les lumières étaient éteintes, sauf celle au-dessus de la table à manger. Elle se tenait là, les bras croisés. Comment oses-tu m'humilier comme ça, a-t-elle lancé. Débarquer là-bas et crier sur mon patron était ton idée, ai-je répondu. Tu m'as fait passer pour une folle devant un étranger. J'ai répliqué, tu n'avais pas besoin de mon aide pour ça. Sa voix s'est brisée pour devenir un cri. Tu te crois meilleur que cette famille maintenant? Tu penses que tu peux te balader en faisant semblant d'être réparé, pendant que le reste d'entre nous souffre? Ryan est descendu, faisant semblant d'être le médiateur. Maman, calme-toi. Il recommence son truc. Tu lui fais peur, Isaac. Je me suis tourné vers lui. C'est toi qui as commencé ça. Ma mère s'est interposée entre nous.
Ne hausse pas le ton. Ce n'était pas le cas. Tu vois, a dit Ryan, il recommence. Quelque chose a craqué en elle. Elle m'a giflé. Le bruit a frappé plus fort que la douleur. Elle s'est figée, la main tremblante. Ryan souriait en coin derrière elle. Je me suis redressé. Ma voix était plate. Tu as plus besoin d'aide que je n'en ai jamais eu besoin. Mon père est apparu du couloir, à moitié endormi, à moitié inutile. Il a regardé entre nous, n'a rien dit, et a marché vers la cuisine. Le silence qui a suivi était pire que les cris. Je suis monté à l'étage, et j'ai préparé mon sac. Juste des vêtements, mon portefeuille, quelques outils du garage. J'ai écrit un mot au dos d'une enveloppe, je ne suis pas en colère, j'en ai juste fini avec ça. Quand je suis redescendu, elle était assise à la table, pleurant sans un bruit. Ryan était adossé au mur, les bras croisés, jouant toujours les innocents. Je n'ai rien dit. J'ai franchi la porte. Dehors, la nuit était fraîche et calme. Les lampadaires bourdonnaient. Alors que je passais devant la maison voisine, Madame Hellé était sur son porche, arrosant ses plantes même s'il faisait noir. Elle m'a vu avec le sac et a dit « Bon débarras ». Je me suis arrêté une seconde, je l'ai regardé. « Ouais », ai-je dit, avec un demi-sourire. « Vous verrez bien. » Puis j'ai continué à marcher. La chambre au-dessus du garage de Rick n'était pas grand-chose, mais c'était la mienne. Ça sentait l'huile et le métal, et le plancher grinçait quand le vent tournait. J'ai terminé mon jet grâce au cours du soir au centre communautaire. De toute façon, personne à la maison ne me posait de questions sur l'école. Rick avait obtenu l'accord du propriétaire, tant que le loyer était payé, et que les étiquettes des extincteurs étaient à jour. Personne ne m'a demandé mon âge. Je travaillais de longues heures au garage. Rick me payait en liquide au début, puis a commencé à me déclarer officiellement. Il m'a donné une clé du garage et m'a dit « Verrouille quand tu as fini. Ne fais pas brûler l'endroit. » C'était sa version de la confiance. Les nuits étaient calmes. Je m'asseyais près de la fenêtre avec mon ordinateur portable, et je tapais. Au début, ce n'était que des notes, des souvenirs de Ridgeway. Les faux sourires, les phrases toutes faites de la thérapie. Puis j'ai commencé à les publier en ligne, sous un compte anonyme appelé The Wednesday Fixed, ceux qu'ils ont réparés. Le premier post disait « On m'a envoyé loin pour quelque chose que je n'avais pas fait. Ils ont dit que c'était pour guérir. C'était une punition. » Les gens ont commencé à commenter. Certains ont dit qu'ils y avaient été aussi. Une personne a mentionné la même conseillère. Une autre a partagé des photos des dortoirs. En moins d'une semaine, j'ai reçu des dizaines de messages. Des jeunes, des parents, même un journaliste demandant des détails. Je n'ai pas donné mon nom ni ma localisation. J'ai juste continué à publier. Quelqu'un a fini par déposer le lien vers un article, datant d'il y a 2 ans, le centre de rétablissement pour jeunes de Ridgeway fait l'objet d'une enquête pour pratiques contraires à l'éthique. L'article mentionnait les mêmes conseillers, les mêmes méthodes. Il expliquait que l'endroit était géré par une entreprise, qui changeait de nom et de marque tous les quelques années. Un soir, Rick m'a trouvé en train de taper sur mon clavier, lorsqu'il est monté pour vérifier le chauffage. « Tu fais tes devoirs ou tu déclenches une guerre ?» a-t-il demandé. J'écris, c'est tout. Il a hoché la tête, regardé autour de lui. Bien. Assure-toi juste d'en construire quelque chose. Ne laisse pas ça te dévorer. Quelques semaines plus tard, l'un de mes messages a été republié sur un grand forum. Les commentaires ont explosé. D'autres familles ont commencé à reconnaître le nom de Ridgeway. Les actualités locales s'en sont emparées. Un petit reportage, mais suffisant pour faire bouger les choses. Ils l'ont intitulé « Désintoxication ou changement de marque, l'industrie cachée des programmes comportementaux ». Je n'ai pas dit un mot publiquement. Je n'en avais pas besoin. L'histoire parlait d'elle-même. Puis, mon téléphone a sonné un après-midi. Maman. Dès que j'ai répondu, sa voix tremblait. As-tu la moindre idée de ce que tu es en train de faire? Tu es en train de ruiner cette famille. J'ai dit, tu veux dire la vérité? Tu nous fais passer pour des fous. Ton frère souffre à cause de ça. Tu traînes son nom dans la boue. J'ai répliqué,
il a traîné le mien, en premier. Elle s'est mise à pleurer, puis est passée à la colère. Tu as toujours voulu attirer l'attention. Maintenant, tu l'as. J'ai raccroché. Le temps a passé plus vite après cela. J'ai eu 18 ans, j'ai obtenu mon permis, et Rick m'a tendu les clés d'un vieux pick-up. Il est à toi si tu peux le réparer, a-t-il dit. Il m'a fallu 2 semaines pour le faire démarrer. Il n'était pas très beau, mais il démarrait à chaque fois. C'était plus que ce que je pouvais dire pour la plupart des choses dans ma vie. Le travail est resté stable. Le compte a continué de croître. Je n'ai jamais publié de nom, mais les gens ont fait les liens par eux-mêmes. Parfois, la nuit, je vérifiais les commentaires, et je voyais des étrangers défendre des jeunes comme moi. C'était une sensation nouvelle. Ensuite, les appels téléphoniques ont commencé. D'abord de ma mère à nouveau, cette fois plus bref. Ton frère a été suspendu, a-t-elle dit, comme si c'était de ma faute. Il avait été surpris en train de voler de l'argent à ses camarades de classe. Il dit que c'est parce que tu lui as rempli la tête de rancœur. J'ai répondu, il se fait juste attraper, pour ce qu'il a toujours fait. Elle a rétorqué, ne t'avise pas de parler de lui de cette façon. C'est toujours ton frère. Je sais. J'ai ajouté, c'est bien ça le problème. Une semaine plus tard, c'est mon père qui a appelé. Sa voix était calme, fatiguée. Nous devons parler, a-t-il dit. Je l'ai retrouvé à mi-chemin, sur le parking d'un dîner. Il n'est pas sorti de la voiture, a juste baissé la vitre à moitié. J'ai vu Ryan casser cet écran, a-t-il avoué. La nuit où tout a basculé. Il avait peur. Et je n'ai rien dit. J'ai pensé qu'il fallait maintenir la paix. Je m'appuyais sur le cadre de la fenêtre. Tu les as laissés m'envoyer loin, pour maintenir la paix. Il a baissé les yeux sur le volant. Je suis désolé. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai commencé à enregistrer. Répète-le. Il a hésité. Isaac. Dis-le. Je suis désolé. J'ai arrêté l'enregistrement. Je n'ai pas besoin de ta culpabilité, ai-je dit, et je me suis éloigné. Je ne l'ai jamais publié. Le mois suivant, Ryan s'est fait attraper pour vol à l'étalage dans une supérette. Images de vidéosurveillance, police, tout y était. Ma mère a débarqué au poste, hurlant qu'il était un bon garçon, et que c'était un énorme malentendu. Ça a fait la une du journal local. Un petit article, en dernière page. Rick me l'a tendu au travail, avec un sourire en coin. Je suppose que le karma a un meilleur sens du timing que la plupart des gens. Je n'ai pas souri, mais j'ai ressenti quelque chose d'approchant. Plus tard dans la soirée, je me suis assis à l'arrière de mon pick-up, devant le garage. L'air sentait l'huile et la pluie. J'ai ouvert mon téléphone, fait défiler les commentaires de l'actualité, et j'ai vu que les gens parlaient à nouveau de Ridgeway. Cette fois, en faisant le lien avec des familles comme la mienne. Quelque part entre le bruit et le silence, j'ai réalisé que je ne me sentais plus en colère. Juste en paix. La vérité était enfin plus forte que leur version de l'histoire. Pour la première fois, cela me suffisait. Des mois s'étaient écoulés sans que je n'aie de nouvelles d'aucun d'entre eux. La dernière chose que ma mère m'avait dite, c'était que j'avais détruit la famille. Après ça, le silence. J'ai continué à travailler, à réparer des voitures, à économiser de l'argent, et à ne plus penser à eux. Puis un soir, près de l'heure de fermeture, j'ai entendu frapper à la porte du garage. Je l'ai ouverte et j'ai vu Ryan. Il avait l'air anéanti. Le même sweat à capuche dont il se vantait autrefois, maintenant déchiré et sale. Ses yeux étaient rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Maman m'a mis à la porte, a-t-il dit, d'une voix atone. Je me suis adossé au comptoir. Pourquoi? Elle a pété les plombs. Elle a dit que je lui faisais honte. Elle a dit que j'avais tourné exactement comme toi. Il a lâché un rire sec, qui s'est transformé en tout. Je suppose qu'elle a fini par manquer de gens à blâmer. Je lui ai tendu une bouteille d'eau et une serviette. Il s'est assis sur un tabouret, tremblant. Après une minute, il a avoué, j'ai menti, Isaac. Cette nuit-là, j'ai tout inventé. Tu n'avais rien dit. Je voulais qu'elle me regarde. C'est tout.
Le bleu ne venait même pas de toi. J'étais tombé de mon vélo plus tôt dans la semaine. Je savais qu'elle y croirait. Il s'est frotté le visage avec les mains. Je ne pensais pas qu'ils allaient vraiment t'envoyer au loin. Vraiment? Ai-je dit doucement. Il a commencé à pleurer. Un effondrement total. Je ne savais pas comment l'arrêter. À chaque fois qu'elle parlait de toi, elle me regardait comme si je l'avais sauvée. J'aimais ça. Alors j'ai continué. Je ne ressentais pas de colère, juste de la distance. Je lui ai tendu une autre bouteille d'eau. Dis-le à elle, pas à moi. Il a levé les yeux, confus. Elle ne m'écoutera pas. C'est ton problème maintenant. Il est parti quelques minutes plus tard, en s'essuyant le visage. Je l'ai regardé s'éloigner dans la rue, les épaules voûtées comme si l'air lui-même était trop lourd. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte, et j'ai continué à travailler. La clé à molette dans ma main semblait solide, familière, réelle. Quelques semaines ont passé, puis une lettre est arrivée par la poste, adressée avec l'écriture de mon père. Je l'ai ouverte à moitié, puis je me suis arrêté. J'ai parcouru le premier paragraphe, et je n'ai pas pris la peine de terminer. Ça disait, Clara fait une dépression. Ryan est en thérapie. Je quitte la ville. Je suis désolé pour ce que nous t'avons fait. Je l'ai pliée en deux, je l'ai jetée dans un tiroir, et je ne l'ai plus jamais ouverte. 2 ans plus tard, j'avais 20 ans, et je gérais mon propre coin du garage. Rick avait pris une semi-retraite, et me laissait gérer la majeure partie du travail quotidien. Il m'a déclaré officiellement, et m'a permis de facturer mes baies sous ma propre enseigne, Isaac Reed Auto Repair. Les affaires étaient stables. J'avais un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, à l'autre bout de la ville, simple mais calme. Je travaillais 6 jours par semaine, je réparais ce qui était cassé, et je ne regardais pas en arrière. Rick passait parfois. Il posait un café sur le comptoir, et disait, « Tu te débrouilles bien, gamin. » C'était sa façon d'être fier. J'entendais parler de ma famille par bribes. Un client a mentionné une femme nommée Clara, qui avait commencé à fréquenter l'église, en déblatérant sur la trahison. Un autre a raconté que Ryan vivait chez des proches dans le nord de l'État, enchaînant les thérapies, essayant de se trouver. Apparemment, ma mère avait essayé de poursuivre le district scolaire pour avoir ruiné la réputation de Ryan, après son arrestation pour vol à l'étalage. Ça n'a mené nulle part. Elle s'était fâchée avec trop de monde. Madame Ellie amène sa Corolla de temps en temps. Elle a dit à Rick une fois, cette pauvre femme a fini par perdre la raison. Je n'ai pas ri. J'ai juste eu l'impression que l'histoire se refermait sur elle-même, sans moi. Un matin, je suis arrivé tôt au garage. La lumière du soleil frappait les étagères métalliques, faisant briller les clés anglaises. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Numéro inconnu. Le message disait, je lui ai tout dit. Je suis désolé. Je n'ai pas eu besoin de demander qui c'était. Ryan. J'ai fixé l'écran pendant un moment. J'ai tapé quelques mots, je les ai effacés, puis j'ai posé le téléphone. Je ne me sentais ni en colère ni satisfait, juste serein. Dehors, la matinée était fraîche. La rue était vide, à l'exception du bruit d'un camion de livraison au bout de l'îlot. Je suis sorti sur le parking, me suis appuyé sur le capot d'un vieux pick-up sur lequel je travaillais. J'ai sorti la clé à molette de ma poche arrière, la même que Rick m'avait donnée il y a des années, à mes débuts. Le métal était usé et lisse, à force de servir. Il a accroché la lumière du soleil, projetant une ligne nette sur le sol. Pendant une seconde, j'ai pensé au fait que tout ce que j'avais réparé au fil des ans, avait un point commun. Rien ne redevenait jamais exactement comme avant. On pouvait le réparer, le faire fonctionner à nouveau, mais la cassure était toujours là, même si personne ne pouvait la voir. J'ai regardé le garage, la porte de l'atelier grande ouverte, le bruit d'une nouvelle journée qui commençait. Certaines choses ne se réparent pas. On apprend simplement à vivre sans leur bruit. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, écrasez ce bouton Hype. Cela indique à YouTube, cette vidéo mérite d'exploser.